Alice Augustin, vous êtes journaliste, grand reporter pour Elle, spécialisé dans les violences sexistes et sexuelles. C'est vous qui avez enquêté sur les accusations de viol et d'agression visant Gérard Miller. Vous avez recueilli les premières confidences de Judith Godrèche il y a quelques mois déjà. Vous suivez en parallèle les affaires qui concernent les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Vous avez aussi recueilli le témoignage de Charlotte Arnoux et d'Anouk Grimbert dans l'affaire Gérard Depardieu. Sarah Baruch, vous avez été victime de violences conjugales et vous le dites, vous voulez faire bouger les lignes. Vous êtes l'auteur du livre à succès 125 et des milliers aux éditions HarperCollins, qui est un succès. Vous avez enquêté sur 125 familles de victimes de féminicide. Vous dites qu'il y a eu un avant et un après ce livre pour vous. Vous avez enfin l'impression qu'on vous écoute. L'écoute, ça va être le sujet de cette émission. Et demain soir, Canal+ diffuse un documentaire événement. Ça s'appelle Vivante, de Claire Lajeunie. Ça raconte votre histoire et celle de votre combat contre les violences conjugales. Je m'appelle Sarah Baruch, j'ai 43 ans. Pendant 10 ans, j'ai vécu avec la peur au ventre. Pendant 10 ans, j'ai vécu la violence d'un homme. Mon homme. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'échapper de cette emprise, à me libérer. Cette liberté, j'ai décidé de m'en servir. Faire bouger les lignes, c'est le défi que je me suis lancé. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi de la violence de son compagnon ou ex-compagnon. Elles s'appellent Guylaine, Claire, Julie, Hilal, Solveig, Mélissa. Elles ont toutes été tuées. Pendant presque 3 ans, j'ai enquêté. Je voulais savoir qui elles étaient, pas comment elles étaient mortes. Je l'ai regardé, je le disais tout à l'heure avant l'émission, c'est impossible de le regarder d'une traite, c'est extrêmement émouvant comme documentaire et il est réussi et je vous invite à le regarder sur MyCanal. Ça passe demain sur Canal+. Dans ce documentaire, vous voulez comprendre ce problème dans son ensemble, le globaliser, combattre les idées reçues, trouver des solutions, dialoguer. Vous dites que vous faites ça pour que les femmes ne soient pas mortes pour rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Vivante. C'est un double sens. L'idée, c'est d'apporter des solutions très pragmatiques pour que les femmes restent vivantes, mais c'est aussi pour garder près de nous, comme si elles étaient encore là, celles qu'on appelle nos étoiles, avec les familles. Donc toutes ces femmes qui sont mortes et faire en sorte que ce ne soit pas pour rien qu'on ait compris pourquoi ça avait failli à un moment donné, que ce soit à un niveau personnel, à un niveau judiciaire, à plein de niveaux possibles. En réalité, c'est une constellation d'étapes et de manquements parfois qui font que les femmes meurent. Demain, Canal+ s'engage contre les violences faites aux femmes avec une soirée spéciale. Le documentaire Vivante, je le rappelle, passe à 21h. Il faut absolument voir ce documentaire. Tout le monde le savait, la pièce d'Élodie Wallace avec Sylvie Testu passe à 22h40. On avait reçu Sylvie Testu dans Click pour en parler. Et enfin, le film L'amour et les forêts de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melville Poupeau à 23h45. C'est un film qui parle d'enfer conjugal et d'emprise, César de la meilleure adaptation. Je rappelle quelques chiffres avant de commencer. Une femme meurt tous les 2 jours et demi, 118 féminicides en 2022. Les chiffres de 2024 à minima, 25 féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France au 26 février 2024. 82% des mortes au sein du couple sont des femmes. En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques, sexuelles et ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 321 000 femmes. Qu'est-ce que vous avez à dire quand on entend ces chiffres ? Déjà qu'ils ne bougent pas, en fait, puisqu'on est toujours à peu près depuis plusieurs années à 120, 130 féminicides par an. Ça varie suivant les associations qui les recensent. Donc ce chiffre n'évolue pas, même s'il y a eu quand même quelques progrès au niveau de dispositifs mis en place, même si ça reste assez lent, d'après des associations féministes qui trouvent qu'on met pas les moyens qu'il faudrait, comme en Espagne, par exemple. C'est terrible ce décompte qui reste le même chaque année. Là, 25, on est à 25 femmes aujourd'hui tuées par leurs compagnons. Oui, et moi, ce qui me chagrine toujours beaucoup, c'est qu'en réalité, ce chiffre est très en deçà de ce qui se passe véritablement.
Ça ne veut pas dire qu'il est totalement faux, mais en tout cas, il ne regarde qu'un seul aspect du problème. Par exemple, ce chiffre ne comprend pas ce qu'on appelle les suicides forcés, qui sont reconnus comme des féminicides depuis 2020. C'est-à-dire quand une femme est tellement désespérée, tellement persuadée qu'elle va mourir dans la souffrance et tellement persuadée que la société ne peut plus rien pour elle, qu'elle préfère mettre fin à ses jours. C'est arrivé à la première femme de Bertrand Cantat, par exemple. Il y en a 200 par an. Il y en a, voilà. Et donc, si on compte ce chiffre, c'est plus une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, c'est une femme chaque jour qui meurt en France. Ce chiffre ne prend pas en compte ce qu'on appelle, moi j'aime pas ce terme, mais les victimes collatérales. C'est-à-dire quand l'agresseur arrive, qu'il tue les enfants, qu'il tue les parents qui avaient recueilli son ex-compagne, etc. Ils apparaissent nulle part. Et puis, il n'y a aucune étude officielle qui parvient à déterminer l'impact sur la santé des femmes de la violence au quotidien. Or, on sait très bien que lorsqu'on subit un énorme stress, qu'on subit du contrôle coercitif, qu'on est dans le contrôle et dans la peur tous les jours, on développe plus facilement des maladies qui très souvent peuvent être mortelles. Vous en parlez dans votre documentaire, on voit une séquence qu'on va regarder tout à l'heure avec votre père, qui parle même du fait que vous avez été dévitalisé, que vous avez perdu le feu qui était en vous, toute passion. Je vous le dis, ce documentaire, il s'appelle Vivante, il faut vraiment le voir. Un mot important que vous avez prononcé, c'est féminicide. Il a mis du temps. Beaucoup de temps. Ce mot. Oui, c'est un mot qui, je crois, la première fois a été utilisé au Mexique sur les femmes qui étaient tuées à la frontière mexicaine, mais un nombre de femmes incalculable, et donc ce mot est apparu à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il soit encore entré dans la législation française, mais il est en tout cas utilisé régulièrement dans les prétoires, et ça c'est assez nouveau. Enfin, en tout cas, les gens de justice maintenant utilisent ce mot lors des procès, donc c'est quand même... Ce mot faisait peur. C'est pas qu'il fait peur, c'est qu'il a fallu accepter que oui, les femmes étaient tuées en raison de leur genre. Et ça, c'est une acceptation qui vient que quand la société atteint un niveau de conscience, une prise de conscience telle qu'elle peut mettre ce mot, enfin voilà, nommer les choses, ça veut dire en prendre conscience. Et on voit que le L, par exemple, on traite de sujets de violence conjugale depuis des années et des années, et on voit, c'est vrai, une accélération de la prise de conscience depuis, je dirais, une dizaine d'années, mais c'est très très long au regard de l'humanité, enfin de toute l'histoire de l'humanité. Hein. On avait avant des mots comme crime passionnel. Oui, alors ça a été vraiment une façon de ne pas vouloir reconnaître la question du genre. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser le mot crime passionnel ou fait divers pour qualifier le meurtre d'une femme par son compagnon. Et je pense que c'est des progrès de dire ce que ces crimes sont pour ce qu'ils sont, à savoir des crimes en fonction du genre de la victime. C'est-à-dire que juridiquement, il y a un terme, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile aussi de faire entrer dans la loi la notion de féminicide, qui s'appelle luxoricide, et qui lie en fait le meurtre de la femme à une faute au sein du mariage. Et donc, c'est toute la problématique. C'est-à-dire qu'en gros, si on trompe son conjoint, on a failli à son devoir conjugal. Et donc, quelque part, il y a une forme de circonstance atténuante. Et donc, on repart de très, 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 très loin. D'accord. Et il y a un terme, en fait. Je ne savais déjà. pas ça. Donc, c'est difficile. Et puis, il y a beaucoup aussi d'avocats qui craignent qu'en faisant entrer en vigueur dans la loi la notion de féminicide, finalement, on ait encore plus de difficultés à montrer que l'assassin n'a pas tué juste sa femme, mais parce qu'elle était sa femme. Et c'est très compliqué. Or, dans... la grande majorité des cas, peut-être même 90%, le féminicide survient quand la femme s'en va, ou que les papiers du divorce arrivent, ou qu'elle noue une nouvelle relation. En tout cas, quand il devient matériel pour son compagnon ou ex-compagnon, qu'elle ne lui appartient plus. Donc, Sarah, vous avez vécu pendant 10 ans la violence d'un homme. Vous dites que vous avez vécu la peur au ventre. Au début du documentaire, vous dites que vous aviez une certaine image des femmes battues. Vous pensiez que ça pouvait arriver à tout le monde sauf à vous. Et au début de votre relation, tout allait bien. Et petit à petit, c'est devenu l'enfer. Comment ça s'est manifesté? Comment ça s'est installé? C'est un grignotage, en fait. L'emprise, c'est un grignotage. La violence dans le couple, c'est un grignotage. C'est très, très rare de se prendre une baffe au premier rendez-vous. En revanche, moi, de ce que j'ai vécu, la violence, elle s'immisce dans les failles narcissiques, c'est-à-dire les failles d'estime de soi. Moi, quand j'ai rencontré celui qui est devenu le père de ma fille, j'avais l'impression d'être la dernière des nuls, que jamais personne ne m'aimerait, et donc que j'étais prête un peu à tout pour trouver mon sauveur dans cette société. Et le fait qu'il m'accorde tant d'importance, qu'il soit à ce point jaloux, qu'il me mette finalement des limites, ça me dérangeait, et en même temps, ça me rassurait dans l'idée que quelqu'un tenait à ce point
à moi. Et c'est comme ça que peu à peu la prison se referme. Elle Parce se manifestait comment, ces limites? Par exemple, j'avais pas le droit de parler aux garçons, j'avais pas le droit de rester trop tard à des réunions de travail, j'avais pas le droit d'aller voir des amis, j'avais pas le droit d'aller voir mes parents. Alors, c'était pas un écriteau qui avait marqué sur la porte. Seulement, si j'y allais, par exemple, si j'allais prendre un café avec une copine, je pouvais recevoir jusqu'à 40 SMS en 1 heure me demandant où est-ce que tu es, avec qui, qu'est-ce que tu leur dis, vous parlez pas de moi, tu me racontes bien tout ce que vous avez dit. Enfin, en fait, un stress. Sans compter les appels. Enfin, il fallait que je sorte du café où j'étais pour répondre, pour le rassurer. Et petit à petit, ça décourage d'aller voir des amis. Ça décourage d'aller voir ses parents et on se retrouve seul. Mais je pose la question très naïvement. Comment est-ce qu'on fait pour supporter ça, en fait? On ne le supporte pas, je crois. On le supporte pas, simplement on ne sait pas comment faire pour que ça s'arrête. Moi, j'ai essayé de partir 700 fois. 700 fois, il m'a rattrapée. Mais il m'a rattrapée véritablement. C'est-à-dire que je partais me réfugier dans mon bureau, il frappait à la porte jusqu'à 5 heures du matin, il m'empêchait de dormir, il m'empêchait de sortir. Il fallait qu'on s'explique. Les explications, ça pouvait durer 2 jours, où je ne pouvais pas manger, où il fallait que je demande la permission pour aller aux toilettes. Enfin, et en fait, quand on sort de là, on n'en peut plus. C'est très intéressant ce que vous avez dit, en fait, parce qu'on pourrait croire, quand on écoute une histoire comme ça, qu'on peut claquer la porte. Non, mais parce qu'en fait, c'est des années d'humiliation, de propos dégradants. Et elle a raison, ce que dit Sarah. Ce qui est important, c'est que l'estime de soi, déjà, elle n'est pas forcément super forte quand on rencontre un homme comme ça. Et souvent, ces hommes le sentent aussi, je pense. Et en plus, elle ne fait que se dégrader. Et ce que je voulais rajouter, c'est que beaucoup de femmes, par exemple, développent des maladies auto-immunes. Nous, on a interviewé beaucoup de femmes victimes de violences psychologiques ou conjugales. Elles développent donc des cancers, parfois certaines, des symptômes du stress post-traumatique. Donc vraiment, c'est une prison en plus mentale. Plus on nous rabaisse, plus on pense qu'on est nul. Donc si on pense qu'on est nul, on a encore moins de ressources pour partir. Donc en fait, c'est ça le mécanisme d'emprise. C'est vraiment qu'on vaut rien sans lui. Oui, qu'on vaut rien sans lui, parce que toute la journée, c'est t'es moche, t'es nul, tu sers à rien. Et puis il y a ce contrôle coercitif, c'est le terme employé par certains spécialistes. Donc c'est la façon dont la surveillance s'installe, les menaces, les contrôles des téléphones portables, l'interdiction d'aller travailler, d'avoir des amis. Donc ce contrôle isole complètement la personne. Et c'est ça qu'on dit souvent aux entourages de femmes battues ou violentées, c'est qu'il ne faut jamais lâcher ces femmes. Oui, parfois, ça peut paraître déstabilisant pour l'entourage parce qu'on leur demande 1 fois, 2 fois, est-ce que ça va, comment tu vas, est-ce que tu veux de l'aide, est-ce que tu veux partir. Et souvent, ces femmes, je crois que c'est votre histoire aussi, ces femmes sont dans le déni. Elles ont honte, elles disent non, mais tout va bien, t'inquiète pas. Et en fait, elles partent, elles reviennent. Je crois qu'il faut savoir qu'une femme part en moyenne 7 fois et revient 7 fois avant de réellement quitter son compagnon. Donc c'est vrai que pour l'entourage, c'est très déstabilisant. Et moi, je crois qu'il faut dire aussi à l'entourage, il ne faut jamais les lâcher, ces femmes, en fait. Voilà, toujours être là, le sans les temps juger. le temps de la victime n'est pas le temps des autres. Et souvent, tu as tout à fait raison, pardon, non, mais... tout à fait raison d'insister sur le fait que, oui, il faut tenir. Souvent, on aimerait que ce soit efficace. On aimerait conseiller quelqu'un qui ne va pas bien, lui dire, voilà, pars, et puis qu'elle parte. Lui dire mais quitte-le et puis qu'elle le quitte. Sauf qu'en fait là, on apporte des réponses rationnelles à un problème émotionnel. C'est-à-dire qu'une femme qui est dans une relation d'emprise, qui est épuisée, parce qu'il faut savoir que quand ça fait des années qu'on est privé de sommeil, qu'on est comme ça toute la journée à surveiller que le portable sonne pas, enfin, on est dans un état de fatigue et de vigilance énorme et c'est épuisant. Ouais. Donc on n'en sort pas comme ça de ça. En fait, c'est vraiment l'expression avoir à l'usure, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est du grignotage. Et surtout, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la violence, le choc de la violence, crée sur le cerveau un état, ce qu'on appelle de sidération. C'est pas juste une expression. Véritablement, on a l'impression d'assister à sa vie de l'extérieur. C'est une protection, en fait, que le cerveau fait, qui ferme finalement une porte qui risquerait d'avoir trop de conséquences sur notre santé. Et on se met à observer nos vies de l'extérieur. Et d'ailleurs, moi... Je me suis rendu compte de ça et je le raconte dans 125 et des milliers. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, j'étais en train de changer mon bébé, donc c'était pendant une énième dispute, et je m'entends dire dans ma tête, mais enfin c'est pas possible ce qu'il fait subir à la mère de Lala. Et là je m'arrête, je me dis, mais c'est moi. Ouais. Vous avez parlé de vous à la 3e personne. Oui, c'est pas possible ce qu'il fait subir à la mère
de ma fille, quoi. Ouais, c'est de la dissociation, en C'est fait. C'est exactement vraiment ça. l'idée que quand il y a un truc... Mais c'est pareil dans dans les viols ou les agressions sexuelles. Ce qui arrive à la personne est tellement, tellement violent que, en fait, le cerveau se met en off comme pour protéger d'un traumatisme trop fort qui grillerait littéralement le cerveau. Et du coup, on se dissocie, c'est-à-dire on se voit à l'extérieur ou on oublie. C'est aussi la mémoire traumatique, enfin l'amnésie traumatique. On oublie parce que c'est ingérable tellement ça fait souffrir. Une des causes du stress qu'on voit très bien dans le documentaire, c'est les messages audio, les vocaux. C'est une des séquences les plus bouleversantes du documentaire. J'aimerais qu'on regarde juste un petit extrait pour qu'on réalise de quoi on parle. Arrête de nous faire chier. Tout va bien quand t'es pas là, Sarah. Ok? Moi, j'essaye de pas t'attraper par la peau du cul et te foutre dehors. C'est pas là-dessus qu'on se couche. On dormira pas de la nuit si on se couche là-dessus. On dormira pas de la nuit si on se couche là-dessus. Alors, tu es gentil avec moi. 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 Tu arrêtes de faire vivre cette merde. Tu es gentil avec moi. Ça fait 45 minutes. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. D'accord? Ça n'est pas vrai. Arrête de mentir, ok? Je te demande seulement d'être gentil. Arrête Ah, de en fait, mentir, je te ouais. demande seulement d'être gentil. En fait, c'était à la fin de notre relation. Là, il faut savoir que à ce moment-là, mon bébé dort à côté de moi parce que je peux plus dormir dans le lit conjugal parce que, soi-disant, je bouge trop pendant que je dors. Donc, comme il me donnait des coups de pied qui me réveillaient toute la nuit pour que j'arrête de bouger pendant que je dormais, j'ai fini par dormir dans la chambre de ma fille. Donc là, j'ai ma fille qui dort à côté de moi et je le supplie de me laisser dormir. Sauf que j'ai pas le droit, parmi les commandements, de m'endormir si on est fâché. Donc, il faut absolument que je lui demande pardon et que je le rassure. Et là, quand il y a cet enregistrement, il me tient par les cheveux. Et ma fille est à côté et il me dit, enfin voilà, ce que vous entendez. C'est fort ce mot, les commandements. C'était quoi les commandements? Les commandements, c'était des conditions. Par exemple, quand j'ai eu ma fille, elle n'avait pas le droit d'approcher qui que ce soit pendant au moins 3 semaines parce qu'il ne voulait pas qu'elle sente d'autres odeurs que la nôtre et qu'elle s'attache à d'autres gens. Donc mes parents n'ont jamais eu le droit de venir chez nous voir mon enfant. J'avais pas le droit de laisser des miettes ou des traces dans la cuisine quand je coupais le pain. J'avais pas le droit de laver le linge de ma fille et le mien dans la même machine à laver que lui. Donc tous les matins, il fallait que je prenne mon bébé, mon sac de linge sale pour aller fermer lessive et prendre mon petit déjeuner dans mon bureau. Enfin voilà, ce genre de commandement. J'aimerais qu'on regarde une autre séquence. C'est le moment où vous parlez avec votre père. C'est bouleversant. Tu chantais plus, tu étais quelqu'un de très joyeux, tu chantais tout le temps, tu avais toujours des blagues, tu te marrais tout le temps. Genre, on était vraiment en phase, même avec tes frères et sœurs. Hein. Tu étais quelqu'un de très drôle, très joyeux. Donc ça s'est un petit peu atténué, il a éteint le feu, quoi, si tu veux, et on s'est pas rendu compte. Je reconnaissais plus ma fille, en fait. J'avais l'impression qu'il y avait un monde qui était entre nous, mais je lâchais pas. Je me suis dit, bon, bah, ça va passer. En fait, on vous a pris votre énergie, quoi. C'est ça, c'est un grignotage, en fait. On a l'impression qu'à l'intérieur, après, on est vide. On est une coquille. Et puis, petit à petit, on se rend compte de ça et on a honte d'être devenu ça. Ce qui est fort, c'est que le documentaire explique qu'il y a 3 types de violences. Et j'aimerais qu'on regarde un extrait avec l'avocate pénaliste Negar Aheri qui explique ça. Il y a les violences psychologiques, les violences physiques et les violences sexuelles. Et très souvent, dans les relations d'intimité, dans les relations préétablies entre un homme et une femme qui se connaissent déjà, quand on perçoit les premières violences physiques et ou sexuelles, on s'aperçoit à rebours que des violences psychologiques avaient déjà démarré. Et tout l'enjeu, c'est d'essayer de détecter ces premières violences psychologiques aussitôt qu'elles démarrent, c'est-à-dire avant qu'elles ne finissent par des violences physiques et sexuelles. Je voudrais rajouter, il y a des violences économiques aussi, qu'elle ne mentionne pas, mais c'est aussi un pan très important. Ben justement, au sujet de l'entreprise, vous dites avoir fait le tour des entreprises du CAC 40 et vous avez, dans le documentaire, une séquence avec Maud Bailly, qui est quelqu'un à qui je tiens à rendre hommage parce qu'elle est réellement engagée sur ces sujets-là et c'est quelqu'un qui fait aussi bouger les lignes à son niveau. J'aimerais qu'on regarde cette séquence sur la violence en entreprise. Le monde de l'entreprise a un devoir de protection de ses collaborateurs. La responsabilité de l'employeur s'exerce
toutes les dimensions qui constituent le bien-être d'un salarié. Et savoir détecter en entreprise les signaux faibles d'une victime, ça s'apprend. Comment on apprend ? Alors justement, en fait, moi, la principale activité de mon association, on fait plein de contenus, le podcast que vous avez vu qu'on enregistrait. Carole Rocher a réalisé pour nous une série de portraits d'anciennes victimes qui s'appelle La vie sera belle, justement pour donner l'espoir de partir. Mais pour moi, la principale solution, elle va venir des entreprises. Parce que 62% des femmes qui portent plainte sont salariées. Donc ça veut dire que si on enlève celles qui ne sont pas encore dans l'emploi et celles qui en sont sorties, l'immense majorité des femmes victimes de violences sont dans l'entreprise. Donc il y a plein de réflexes assez bêtes qu'on peut mettre en place, enfin de bon sens. Mais par exemple, si on ne signale pas à ces salariés qu'elles ont la possibilité d'aller porter plainte pendant leur temps de travail, en fait, elles ne peuvent pas porter plainte puisque chez elles sont fliquées. Si on leur dit qu'elles ont le droit d'aller visiter un appartement avant de porter plainte pour violence conjugale, elles peuvent trouver un appartement, chose qu'elles ne peuvent pas faire quand elles sont chez elles. Donc, et évidemment, la détection des signaux faibles. Et le grand problème, c'est que souvent, les victimes de violences finissent par être renvoyées parce que les signaux faibles sont perçus comme des incapacités à travailler. Par exemple, quand vous avez un fort taux d'absentéisme, quand vous ne pouvez jamais aller au séminaire, que vous êtes un peu éteinte, que vous vous habillez plus très bien, que vous ne prenez pas soin de vous, que vous avez des problèmes cognitifs, vous avez oublié un rendez-vous, etc. Alors, il y a des cas où ça peut effectivement être de l'incompétence, mais il y a beaucoup de cas où en fait c'est qu'une personne est en train de vivre une horreur chez elle et que si en plus elle se fait renvoyer, alors là elle n'a plus aucune possibilité de s'en sortir. D'où le fait que l'entreprise a un rôle en réalité capital dans la prévention, la détection des signaux faibles, l'accompagnement des victimes et la réinvention des vies. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus facile de partir quand on est muté ? Quand on nous envoie dans un autre pays, alors il faut travailler dans un grand groupe qui permet ça, mais la mobilité aujourd'hui en entreprise, c'est beaucoup plus facile à acquérir que de le faire toute seule. Donc je ne dis pas que toutes les solutions viennent de là, mais en tout cas, je pense qu'il y a un énorme terreau de solutions qui n'est pas exploité aujourd'hui. C'est intéressant comme réflexion. C'est vrai que c'est un discours qu'on n'entend pas souvent, d'investir les entreprises, même si je pense que l'État a une grande responsabilité, la principale, on est bien d'accord, mais je trouve ça intéressant, cette approche de vouloir impliquer le monde du travail aussi, puisque je crois qu'en plus, dans le documentaire, on voit qu'une collègue a remarqué les bleus, voilà. Souvent elles aident aussi à repérer. Une collègue, et en fait on se rend compte, et ça c'est une étude qui a été faite par l'association FACE, qui travaille avec le groupe Kering, etc. Bref, c'était une grosse organisation qui a été faite dans toute l'Europe. Et on se rend compte que les femmes, soit elles ne parlent pas de ce qu'elles vivent, soit pour 42% d'entre elles se confieraient davantage à une collègue. Parce que c'est à la fois quelqu'un de proche et quelqu'un d'éloigné. Donc voilà, moi j'ai créé du coup un test qui s'appelle « Suis-je victime de violence ?» Parce qu'en fait, lorsqu'on est sous emprise ou qu'on subit de la coercition, etc., on ne sait même plus ce qu'on vit. On a l'impression d'être folle, vu qu'en plus on est en face de quelqu'un qui passe ses journées à minimiser ses actes, minimiser ses mots, etc. On n'est plus tout à fait sûr. Et je trouve que c'est la force de votre démarche, c'est le côté cathartique. Entre le travail associatif, entre le livre, entre le documentaire, il y a l'idée de se soigner en soignant les autres. Et de prendre la parole, finalement, c'est un processus qui est très très dur. Il y a une autre personne qu'on a reçue qui l'a fait sur scène, qui a pris la parole, qui a révélé ce qui lui est arrivé, c'est Valérie Damido. J'aimerais qu'on l'écoute. J'ai pris des bons coups dans la gueule, j'ai mis du temps à partir. Je trouve que... 10 ans. Ouais, mais tu mets du temps à partir parce que tu culpabilises. Le mec qui va te frapper la gueule ou te menacer ou te harceler ou t'insulter, c'est un mec qui prend des femmes qui sont justement plutôt fortes. Parce que c'est pas très intéressant de dompter quelqu'un qui est déjà dompté. Et du coup, moi, j'ai toujours... c'est vrai que j'aimais pas trop en parler, donc à l'extérieur, je faisais genre tout allait bien. J'ai du caractère, mais je suis quand même quelqu'un d'hypersensible, hyper timide, donc je me renferme vite. C'est un espèce d'engrenage dans lequel tu es pris où justement, tu as du caractère. Donc si tu dis, je me fais défoncer à la maison, on va te dire, tu l'as cherché, non, avec ton caractère. Ça, tu vois, c'est tout le temps comme ça. T'as déjà dit ça ? Bien sûr. Tu l'as cherché avec ton caractère.
Bah oui, parce que ça, c'est l'inversion de la culpabilité. Hein. C'est un truc classique aussi bien dans les violences conjugales que dans les affaires de viol. C'est toujours la faute de l'autre, la faute de la victime, en fait, de la femme. C'est où elle s'est trop alcoolisée, ou elle avait une jupe trop courte si elle s'est faite violer, ou souvent dans les violences psychologiques, l'homme a tendance à dire « mais c'est toi qui m'énerve, c'est toi qui me rend fou, c'est toi, tout est de ta faute ». Ou t'as désobéi à la règle. Ou t'as désobéi à la règle. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le gaslighting. C'est un terme qui vient des États-Unis. Il y a eu un essai dessus par Hélène Frappa qui a été écrit. Donc en fait, c'est comment ces hommes, cette manipulation psychologique qui consiste à rendre les femmes folles, à les faire douter en permanence de la véracité de ce qu'elles vivent, en manipulant, en inversant la culpabilité, justement. Donc à la fin, les femmes pensent qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive. Et ça, c'est une terrible manipulation psychologique qui explique aussi que les femmes n'arrivent pas à partir. Elles se mettent en question tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Et je voudrais rajouter que ce qui est extrêmement difficile, c'est que souvent, les bourreaux, déjà, il n'y a pas marqué bourreau sur leur tête, hein, et surtout, ils ne sont pas que ça. Moi, je dis toujours, voilà, j'avais pas le droit de laisser traîner des miettes. Le père de ma fille, il pétait les plombs si je nettoyais pas le couvercle de la poubelle. En même temps, sa mère l'avait lavé à l'eau de Javel quand il était petit. Donc, si vous voulez, c'était quelqu'un qui avait des vraies psychoses infantiles, qui avait des traumatismes. Et ce qui faisait que, quelque part, je lui pardonnais, c'est parce que je voyais la souffrance derrière ses actes. Et je pense qu'on a aujourd'hui l'obligation, quelque part, d'analyser à un niveau psychologique ce qui se joue derrière les agresseurs aussi, et qu'il y a une grande part que l'on doit faire à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire déresponsabiliser. On n'est pas responsable d'être malade, on est responsable de ne pas se soigner, et maladie mentale comprise. Sarah Baruch, Alice Augustin, on voulait revenir avec vous sur une actualité, c'est ce que certains considèrent comme l'émergence d'un MeToo du cinéma français. On fait le point, on en parle juste après ça. Combien de petites filles, de petits garçons, combien de petits pieds dans la porte seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours? C'était jeudi dernier quand Judith Godrèche a fait face au Sénat comme elle avait fait face au cinéma français quelques jours plus tôt. Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Où êtes-vous? Que dites-vous? Un discours puissant et une standing ovation qui font suite aux plaintes pour viol sur mineurs déposées par l'actrice contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon. Car cette prise de parole trouve un écho particulier alors que plusieurs plaintes ont été déposées à l'encontre de Gérard Depardieu. J'ai été, comme vous l'avez dit, très seule pendant très longtemps et c'est tellement lourd à porter. On aurait à y gagner à parler, mais j'ai tout perdu. Une libération de la parole qui semble s'étendre bien au-delà de la grande famille du cinéma, car le point commun de toutes ces déclarations est d'encourager les victimes à témoigner. C'est écrit pour l'ensemble de la société, pour aussi les jeunes gens qui, aujourd'hui, peuvent se trouver dans des situations similaires et avoir du mal à y voir clair. Il s'est passé 4 ans entre le départ d'Adèle Haenel des Césars 2020 dans un silence glaçant et l'audition de Judith Godrèche au Sénat la semaine dernière. De quoi penser que les choses sont en train de bouger dans le cinéma et la société française. Quand une avalanche doit tomber, elle tombe, et ceux qui résistent à cette révolution qui est en train d'opérer, ils peuvent pas, avec leurs petits bras, avec leurs mensonges honteux, avec leurs calomnies, avec leur dénigrement, avec le déni, ils ne peuvent plus empêcher ça. Une réaction? Non, une réaction, oui, parce que j'allais vous parler d'Adèle Haenel, effectivement, qui était quand même une des premières héroïnes du mouvement MeToo en France. Et voilà, on parlait du silence au César autour de sa sortie. Moi, je trouve qu'on n'a pas entendu grand monde non plus au César quand Judith Godrèche a fait son témoignage. Hein. Il y a eu 2-3 reprises par d'autres actrices, puis derrière un grand silence gêné. D'ailleurs, elle interpelle les acteurs, les réalisateurs, donc les hommes du monde du cinéma, à la soutenir. Pour l'instant, j'en ai pas entendu beaucoup. Donc oui, il y a des femmes qui commencent vraiment... Alors oui, je pense que Judith Godrèche passe sa notoriété, et parce qu'elle a été une actrice très populaire, qu'elle avait disparu, qu'elle revient avec cette histoire... Bien sûr, c'est un tsunami, et puis on voit qu'elle veut aller plus loin. Moi, quand je l'ai interviewée, elle n'était même pas capable de prononcer le nom de Benoît Jacot pendant l'interview, c'était en octobre dernier. Aujourd'hui, elle est devant le Sénat, elle demande une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma, elle est au César, donc le chemin en 6 mois est incroyable. On a vu une parole vraiment émerger. Vous travaillez aussi sur l'affaire Gérard Miller? Oui, tout à fait. Est-ce que ça continue? L'affaire Gérard Miller, ouais. Bah écoutez, oui, là on reçoit encore des témoignages depuis. Donc notre enquête a été relayée par envoyé spécial il y a quelques jours à la télé. Ça a déclenché l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux témoignages aussi qu'on est en train de recouper, de traiter. Bien évidemment, ça prend du temps.
Et je ne pense pas que ça va tarir tout de suite. Donc là, on a déjà 67 femmes qui nous ont parlé, avec faisant état de 5 viols et de 22 agressions sexuelles. Donc là, on a encore des nouveaux témoignages. Je ne peux pas vous dire les chiffres parce qu'on n'a pas encore tout recoupé, mais oui, c'est de. Est-ce qu'il y a des traits communs dans tous ces témoignages, brièvement? De Gérard Miller, oui, c'est le trait commun. Et d'ailleurs, ça fait référence à Judith Godrèche. C'est l'âge des victimes, qui est des victimes présumées, qui est toujours ils sont très jeunes. La plus jeune nous raconte une tentative d'approche à 14 ans. La plus âgée à 23 ans, mais c'est une exception. En général, elles ont plutôt entre 15, 16, 17. Comme Judith Godrèche. Et d'ailleurs, Gérard Miller et Benoît Jacot se connaissaient bien. Ils ont fait des documentaires ensemble, ils ont la même fascination pour l'hypnose, voilà. Et ce qui est terrible, c'est que c'est ce qu'on appelle le continuum des violences. C'est-à-dire que lorsqu'on a vécu un traumatisme sexuel, ça fabrique encore une fois la proie en nous, parce que ça abîme totalement l'estime qu'on a de soi-même. Et finalement, toutes les atteintes à l'intégrité, eh bien, elle grignote aussi ce que l'on peut s'accorder. Finalement, quand on subit de la violence, on se dit je le mérite bien. J'aimerais vous présenter quelqu'un, c'est la tête à clic du soir. Elle s'appelle Maïlan Chapiron. À la base, elle est chanteuse. En 2020, elle s'est inspirée de son expérience personnelle pour publier un livre jeunesse, une chanson intitulée Le Loup, pour encourager les jeunes victimes d'inceste à parler. Depuis, Maïlan Chapiron continue son travail contre la violence sexuelle. Et c'est la tête à clic du soir. Bienvenue, Maïlan. Ça fait 25 ans qu'on est dans la même bande, donc on va se tutoyer. Sur une suggestion de Sarah. Le 8 mars, tu sors un nouveau livre qui s'appelle C'est mon corps, aux éditions de La Martinière Jeunesse. C'est un livre pour apprendre aux enfants à connaître et protéger leurs parties intimes. C'est destiné pour les enfants à partir de quel âge et qu'est-ce que tu voulais faire avec ce livre? Alors, c'est un livre à destination des enfants de 2 à 6 ans, à peu près. Et dans ce livre-là, j'avais juste envie de donner 2 premières infos aux petits. C'est de savoir identifier leurs parties intimes et de savoir que personne n'a le droit de toucher leurs parties intimes. Donc il n'y a vraiment que 2 infos. Et c'est sur un ton un peu rigolo parce que parce que déjà les enfants adorent rigoler. Et je voulais aussi surtout sécuriser les adultes. Je voulais que les adultes puissent y aller, puissent commencer le travail de prévention très tôt, sans peur, en fait. Je rappelle quelques chiffres. En France, il y a 160 000 enfants par an victimes de violences sexuelles. Dans plus de la moitié des cas, l'agresseur est un membre de la famille. 1 Français sur 10 a été victime d'inceste. C'est important que l'inceste ne soit plus tabou. En 2021, tu as pris la parole pour témoigner de l'inceste dont tu as été victime lorsque tu étais enfant. À l'âge de 7 ans, tu as été agressé par ton grand-père et tu as ensuite fondé l'association 1000 miettes pour la protection des enfants contre les violences sexuelles. Tu vas dans les écoles primaires, entre 6 à 11 ans, pour parler aux enfants et aux adultes qui les encadrent. Quelles questions te posent les enfants? Il y a plein de questions et c'est des questions super pertinentes. Je crois qu'on leur parle tellement jamais de tout ça que c'est la fenêtre où ils peuvent poser toutes les questions. Et il y a des questions, par exemple, c'est « et si nous, on est d'accord ?» Ce genre de questions-là. Qu'est-ce que tu réponds? Moi, à ça, je réponds, en fait, même si tu es d'accord, le grand ou l'adulte n'a pas à faire ça. C'est au grand, c'est à l'adulte de dire « non, je ne dois pas le faire ». Comme je leur explique que, par exemple, si un bébé vient les voir, veut toucher leur partie intime, c'est à eux, d'environ 8 ans, de dire à un bébé « ah non, on ne fait pas ça ». Donc c'est l'adulte qui est responsable, c'est aussi pour les déculpabiliser, parce que souvent les victimes culpabilisent d'avoir participé, entre guillemets, aux agressions sexuelles. Donc voilà, il y a des questions comme ça. Je voudrais surtout aussi dire que c'est une bonne partie de rigolade, les séances de prévention. On pourrait croire que ça va être dur, que ça va être vraiment flippant. Et en fait, pas du tout. On rigole beaucoup. On parle des parties intimes. Donc, quels sont les noms que vous utilisez pour les parties intimes? Et là, il y a beaucoup d'enfants qui rigolent. On imagine des situations, on fait des petits jeux. Et c'est important pour moi de dire que d'en parler aux enfants, c'est pas du tout un stress. Ça peut être vraiment tranquille. Les enfants n'ont pas peur du tout. Quel conseil t'as donné aux parents qui nous regardent?
Ah bah moi, le conseil que je donne toute la journée, c'est on y va, on fait de la prévention, on explique aux enfants qu'ils ont des droits, en fait, tout simplement, que personne n'a le droit de disposer de leur corps, et nous, parents, en premier. Je leur dis d'y aller, d'utiliser les supports, je les motive, j'offre le loup à tous les anniversaires. Moi, je l'ai offert à tout le monde, le loup. Hein. Ah ouais, Et donc, voilà, je veux vraiment les sécuriser là-dessus. Je pense que si les adultes n'y vont pas, c'est parce que c'est eux qui ont peur, pour des raisons bien souvent légitimes. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas informer les enfants, en fait. On voit les chiffres, on connaît l'ampleur du fléau des agressions sexuelles sur mineurs. On ne peut pas se permettre, juste parce qu'on a peur nous-mêmes, de ne pas informer les enfants. Il faut y aller. Et, pardon, là où je trouve que tu as tout à fait raison, c'est qu'en plus, souvent, les enfants eux-mêmes se posent des questions. Et donc, finalement, en n'abordant pas le sujet, on crée nous-mêmes quelque chose de tabou dans leur esprit. Enfin, moi, j'ai une petite fille de 5 ans qui s'interroge toujours sur son corps, etc. Et finalement, si je passe à autre chose, bah, c'est elle qui ne comprend pas pourquoi je passe à autre chose alors que je réponds à tout le reste. Ouais. C'est vrai, ça les sécurise, en fait, d'en parler. Et c'est vrai que moi, je vois, quand j'arrive, là, ils me foncent dessus, ils ont toutes leurs questions, ils s'interrogent sur la sexualité. Alors évidemment, il faut toujours rester à hauteur d'enfant, il faut toujours avoir un discours qui est adapté à leur âge, hein, évidemment. C'est quoi les mots que tu utilises ? Les mots que j'utilise, alors moi, j'ai vraiment tout mon déroulé qui est millimétré, comme un spectacle que j'ai appris par cœur, avec vraiment un ordre de phrases qui arrive toujours dans le même ordre. Et je leur explique, je leur raconte mon histoire, tout simplement, à hauteur d'enfant. Et je leur dis que, voilà, c'est possible, ça arrive qu'une personne vous agresse sexuellement. Donc j'explique qu'on m'a agressé le corps, qu'on a touché mes parties intimes, que mon grand-père a touché mes parties intimes, qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et que ça s'appelle une agression. Quand quelqu'un touche les parties intimes d'un enfant, ça s'appelle une agression sexuelle. C'est très grave, c'est interdit et puni par la loi. Et c'est grave parce que ça agresse le corps de l'enfant et la tête de l'enfant. Ça laisse une marque qui reste très très longtemps dans la tête des enfants. Et voilà, je déroule comme ça, quoi. En tout cas, je vous donne un conseil, c'est d'acheter ce livre. Ça s'appelle « C'est mon corps » de Myline aux éditions La Martinière. Un numéro pour aider les enfants en danger, le 119. Demain, soirée spéciale sur Canal+. Il faut absolument voir le documentaire de Sarah Baruch et on suit les enquêtes à venir dans le L. Bravo à toutes les trois. Merci.